Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Oui, très bien. super. Merci. Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la deuxième session du talk show de langue et culture indonésienne en France. Selamat malam untuk orang yang di Indonesia dan selamat datang di acara talk show tentang bahasa dan budaya Indonesia di Prancis. Merci beaucoup d'être venu. Tout d'abord, je tiens à remercier Pak Warsito, l'attaché de l'éducation et de la culture à l'ambassade de l'Indonésie à Paris, sans qui vraiment l'événement n'aurait pas pu voir le jour. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Luna Michel. Je suis actuellement étudiante en troisième année de licence Indo-Malais à l'INALCO et je suis très contente d'animer aujourd'hui cette discussion qui nous permet d'échanger sur la richesse et la diversité des arts indonésiens et aussi de mettre en lumière les relations franco-indonésiennes qui existent, notamment grâce à nos deux invités que nous accueillons ce soir. Ce sont deux artistes qui se sont beaucoup intéressés aux arts indonésiens. Je vous présente Cécile Urbo, comédienne marionnettiste qui pratique le wayang et le fait voyager en France. À ses côtés, on retrouve Jean-Pierre Boudard, musicien-compositeur qui fait vivre le gamelan balinais en France. Ils ont beaucoup de choses à nous faire découvrir, mais juste avant ça, j'invite Monsieur Warsito qui va faire un discours d'ouverture. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Luna. Bonsoir, bonjour à tous. Et puis, terima kasih. Selamat sore, selamat malam waktu Indonesia. Tout d'abord, je vais remercier tous mes collègues, Pak Jean-Pierre Godard et puis Ibu Cécile Urbo, d'être notre intervenante ce soir. Et je suis d'ailleurs en tant qu'attaché pour l'éducation et la culture de l'ambassade d'Indonésie. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour présenter notre deuxième session de talk show qui parlera au sujet de wayang et de gamelan de Jawa qui va être présenté par Ibu Cécile Urbo. Également, on va parler de gamelan de Bali qui va être présenté par Jean-Pierre. D'ailleurs, bien sûr, merci beaucoup Luna d'être notre animatrice ce soir. Et espérons que notre deuxième session de talk show, vous allez découvrir en réalité ou bien exemple de culture d'Indonésie que je vous ai expliqué à la première session de talk show, qu'en fait, l'Indonésie est riche d'avoir de culture en fait, qui se présente ici en France. Et ce soir, on va assister les activités de notre camarade, Pak Jean-Pierre, et également Ibu Cécile Urbo, qui travaille ou bien faire présentation beaucoup de culture de wayang et de gamelan Jawa en France. Et également, Pak Jean-Pierre qui va présenter de gamelan de Bali qui se présente ici en France. Et espérons ce soir que vous allez avoir vraiment expérience, comment se sentir d'avoir ou bien rencontrer, bertemu avec la culture indonésienne, mais qui sont en France. Voilà, qui se présentent en France ici avec les activités qui vont être présentées par notre intervenant ce soir. Saya kira itu sambutan saya dalam sesi kedua talk show sore hari ini dan tentu saya berharap Anda semua nanti bisa mendapatkan sesuatu yang sangat menarik dari budaya dan bahasa Indonesia di Prancis melalui dua narasumber kita. Saya kira itu pengantar saya Mbak Luna. Sekali lagi, merci beaucoup Luna. Et puis, je vous souhaite tous une bonne, excellente soirée d'assister de ce talk show. Merci. Et je vous donne encore, Luna, la parole. Merci. Terima kasih Pak Warsito. Selamat sore Ibu Cécile dan Pak Jean-Pierre. Apa kabar? Baik. Pour revenir au tout début, j'aimerais commencer par savoir en fait
ce qui vous a amené à découvrir l'Indonésie. Donc, en quelque sorte, quelle a été la porte d'entrée, si on peut dire, vers ce pays à tous les deux? Steve, je te laisse commencer peut-être. Ok. Bonjour à tous. Bonjour, Slamat Malam. Merci de l'invitation. Voilà, on va avoir l'occasion de le redire, mais ça fait toujours plaisir de partager notre passion. Et voilà, donc c'est toujours très, très plaisant. Alors moi, comment je suis arrivée en Indonésie? En fait, je suis comédienne à la base. J'ai fait un conservatoire, donc c'est-à-dire une école où on apprend le théâtre, on apprend à être comédien. Et j'ai eu la chance, alors vous allez voir, c'est un drôle de parcours, mais j'ai eu la chance d'avoir à ce moment-là fait la découverte du théâtre no japonais. Alors vous allez me dire pourquoi ça m'amène à l'Indonésie, mais en fait, voilà, j'ai découvert l'Asie avant tout avec le théâtre no japonais. Donc, il y a un théâtre masqué, très codifié, très voilà, ancestral aussi, vraiment un théâtre traditionnel asiatique. Et puis, comme j'ai vraiment adoré cette rencontre-là, ensuite, je me suis intéressée à l'Asie en règle générale et puis aux arts asiatiques. Et puis, à ma sortie de conservatoire, je m'étais intéressée déjà en marionnettes. Et à ma sortie de conservatoire, je me suis dit, je vais faire un voyage pour aller à la rencontre, à la découverte de la marionnette en Asie. Donc voilà, du coup, je suis partie avec mon sac à dos et je ne connaissais pas l'Indonésie avant d'y avoir mis les pieds. Je ne connaissais pas le Wayang. Je me suis juste beaucoup renseignée avant. J'ai mis les pieds à l'ambassade avant d'aller en Indonésie vraiment. J'ai rencontré des gens à l'ambassade qui m'ont permis de rencontrer des dalang, des marionnettistes. Et donc voilà, j'ai fait un premier voyage en 2007-2008 dans 4 pays d'Asie du Sud-Est pour aller vraiment étudier auprès de maîtres marionnettistes le théâtre d'ombre de ces pays-là. Donc il y avait le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. Et de ces 4 pays-là, c'est vraiment, donc c'est Java, moi, vraiment l'île de Java. C'est vraiment l'Indonésie où j'ai eu un gros coup de cœur et c'est avec l'Indonésie qu'il y a eu après d'autres projets dont on va parler par la suite. D'accord. Et pour toi, Jean-Pierre, du coup, qu'est-ce que... Alors, c'est une longue histoire parce que j'ai plus de cheveux blancs que Cécile, donc ça remonte à plus loin encore. En fait, mais comme elle, c'est lié à mon propre parcours de musicien et de compositeur. Je viens plutôt d'un espace qui est lié aux musiques d'improvisation, au jazz et à ces choses-là. Donc, pour moi, un espace extrêmement ouvert, curieux, curieux de mélange, de rencontres à la fois de sons et de personnes. Et pendant très longtemps, j'ai eu à gérer, enfin, ça a été mes projets, des choses qui rassemblaient des collectifs, donc des ensembles de personnes et de possibilités sonores. Et ça m'a beaucoup occupé, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'intéresse toujours d'ailleurs. Et presque tout autant et simultanément, j'étais passionné, je le suis toujours, par la pédagogie, c'est-à-dire comment on transmet les choses et comment cette passion du collectif, on peut la retrouver, la partager avec des enfants, avec des personnes, etc., que ce soit des amateurs ou des professionnels. Et mon parcours s'irrigue des deux côtés en permanence, entre la pratique de l'enseignement et en même temps la recherche d'un compositeur et la gestion de groupes musicaux plus ou moins importants. Voilà, ça a été une grande partie de ma vie et il y a une vingtaine d'années, j'étais à un carrefour de mes occupations, on va dire, et le hasard a fait que déjà par un intérêt géographique, j'avais déjà été en Asie, j'ai eu l'occasion d'envisager un voyage qui se dirigeait vers l'Indonésie, tout simplement parce que les amis avec qui je partais étaient des plongeurs et qu'ils nous disaient, ils nous vantaient la mer indonésienne comme une ressource assez incroyable. Alors moi, je ne suis pas un grand nageur, même loin de là, mais déjà, ça me tentait bien. Et du coup, j'ai commencé à préparer ce voyage. Ce que je connaissais de l'Indonésie, ou plus exactement du gamelan, parce que c'est ça qui va nous occuper derrière, je l'avais eu par un biais tout à fait autre. Mon intérêt pour les musiques contemporaines, et notamment les musiques minimalistes, donc Steve Reich ou Phillips, etc., m'avait rapproché de cette façon, puisqu'on sait que ces grands compositeurs ont été très influencés par le gamelan, qu'ils en ont fait leur miel pour développer d'autres tendances, mais moi je les connaissais. Je suis arrivé au gamelan par ce biais-là. Et puis, concomitance, puis comme beaucoup, je pense, de Français aujourd'hui, j'ai eu la chance de croiser Cathy Basset, à la fois son livre qui est sorti à un moment donné, Clé, justement, où je reviendrai, et ces rencontres-là
Le micro a été coupé. Voilà, je reviens. Il s'est coupé tout seul. Je disais, Cathy a été à un moment clé la personne qui m'a permis de rentrer à la fois dans l'intimité d'une culture que je ne connaissais pas du tout, à savoir de pouvoir aller résider au village où elle a composé sa thèse à Abian Bassé, à côté de Gagnard, de bénéficier de l'éducation, j'allais dire au gamelan, de ses deux pères spirituels, Pagdewa notamment, qui m'a initié au gamelan et qui m'a aidé, puisque j'avais ce projet, dès que je suis parti, en 1999, de faire construire un gamelan, parce que je percevais que ce gamelan-là, quelque part, était une prolongation, bien que très différente des ensembles instrumentaux que j'avais eu à gérer. Pour moi, il y avait une filiation que je pressentais là derrière, et j'avais envie d'explorer très concrètement cette chose-là. Je fais court, puis on pourra en reparler tout à l'heure. D'accord, mais justement, quelle a été votre première impression en Indonésie, des premières rencontres et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le plus plu pour justement y retourner? On va continuer dans l'ordre. Alors moi, c'est vrai que je suis arrivée en Indonésie, c'était un peu particulier parce que c'était en dernière partie de mon voyage dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'était 5 mois à traverser 4 pays. Donc, c'est à la fois long et à la fois très, très court. Et donc, j'avais passé déjà 2 mois au Cambodge pour apprendre la construction des marionnettes. Et puis, Thaïlande et Malaisie, c'était beaucoup plus court. C'était plus des visites auprès de maîtres marionnettistes pour aller voir vraiment des représentations là-bas. Et quand je suis arrivée en Indonésie, toute seule, je suis arrivée à l'aéroport de Surakarta, à Solo, et je devais être accueillie à l'aéroport par le maître marionnettiste, par le Dalang, avec qui j'allais travailler pendant 2 mois, avec qui je n'avais eu aucun contact auparavant. Puisqu'il ne parlait pas anglais ou très peu, et puis c'était passé par le contact de Jeff Kotaz qui travaillait à l'ambassade voilà, à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, je crois. Et donc, finalement, je ne connaissais pas donc Widodo Willis, Pak Widodo Willis, qui est donc le Dalang qui m'a accueilli à Wonogiri, donc à côté de Solo. Finalement, ça a été une rencontre... voilà, j'allais habiter chez lui pendant 2 mois et je ne le connaissais pas du tout. Donc, on s'est rencontrés très vite. Au bout de quelques minutes, j'ai compris que c'était bon, j'étais entre de bonnes mains, que ça allait être une rencontre aussi humaine au-delà de la rencontre artistique. Et puis, donc ça, voilà, ça c'est vraiment la première rencontre avec l'Indonésie, c'est ça, c'est débarquer de l'aéroport et puis de nuit et rencontrer voilà, mon maître et mon ami Widodo. Et puis après, la vraie grosse rencontre qui a été le moment vraiment, comme je disais, qui m'a fait me dire c'est vraiment avec l'Indonésie que les choses vont continuer et qu'il y aura une vraie histoire, ça a été la première nuit de Wayang à laquelle j'ai participé, enfin en tout cas j'ai assisté. Widodo m'avait emmené du coup à une nuit de Wayang. Donc première partie de la nuit, il est resté avec moi. Ça faisait 3-4 jours que j'étais en Indonésie. Il est resté avec moi la première partie de la nuit jusqu'à l'arrivée des Punakawan, donc de ces personnages qui viennent faire un peu l'intermède vers 1h du matin. Et puis, comme beaucoup de monde, après les Punakawan, lui, il a filé chez lui et il m'a dit est-ce que tu as envie de rentrer ou pas? Je dis ah non, moi je veux rester jusqu'à la fin, jusqu'au petit matin. Il m'a dit bon, bah, je t'enverrai Wario, mon fils, te chercher. Voilà, prends le temps et tout. Donc, je suis restée seule au milieu de la population javanaise. C'était en plus chez des gens, c'était un wayang qui était donné dans une maison, donc chez des gens que je ne connaissais pas du tout. Et puis, donc voilà, j'ai vraiment vécu une nuit qui a changé ma vie, en fait, où je me suis dit, ah ouais, c'est cette chose-là que je veux pratiquer. Ce qui m'intéresse tellement à ramener en France, c'est l'équilibre entre le populaire et le sacré. C'est-à-dire que le wayang amène exactement cette chose-là. J'ai vécu une nuit reliée à du sacré, reliée à quelque chose qui est plus grand que moi, qui est plus grand que nous tous, qui est une vraie façon de faire parler les morts, de faire parler le monde invisible, de rentrer en contact avec un monde invisible, et en même temps, un rapport très populaire où le village entier était là et où il y avait une facilité à accéder à ça aussi. Donc moi, cet équilibre entre quelque chose qui nous tire à l'horizontale vers le haut et quelque chose, à la verticale vers le haut et quelque chose qui est horizontal vers
vers nos semblables, en fait. Moi, c'est vraiment cet équilibre-là qui m'a attiré vers l'Asie et c'est là-bas que j'ai trouvé. Et quand je suis montée sur la moto du fils de Widodo vers 5-6 heures du matin et qui m'a ramenée à la maison, sans casque, évidemment. Peut-être qu'aujourd'hui, ils en mettent des casques, mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas de casque. À 6 heures du matin, rentrer sous les étoiles après avoir passé une nuit. Évidemment, je ne comprenais pas le javanais, donc en plus, j'ai passé une nuit à regarder un spectacle dont je ne comprenais aucun mot, mais j'ai été fascinée. Et voilà, ça a été pour moi la première grosse rencontre avec le wayang, avec l'Indonésie, et où je me suis dit, là, il y a un gros carrefour, comme tu disais, Jean-Pierre. Il y a des moments, des carrefours dans notre vie, et là, j'y étais, et j'ai pris le virage, quoi. D'accord, donc c'était aussi en même temps une rencontre avec le wayang, en fait, plus précisément. Complètement. Ah ouais, complètement. Moi, l'Indonésie, je ne l'ai pas vécu autrement que par le wayang, en fait. Même quand j'y vais, soi-disant, en vacances chez mon ami indonésien, en fait, on discute 2 heures et puis la 3e heure, on est déjà au pied de l'écran en train de manipuler les wayangs, quoi. En fait, on peut pas s'empêcher de travailler parce que c'est pas du travail, en fait. C'est une vie, en fait, le wayang. D'accord. Merci. Et donc, j'ai la même question pour toi, Jean-Pierre. Quelles a été tes premières rencontres décisives ou ta première impression de l'Indonésie? Je crois que la première impression, c'est que je ne comprenais rien du tout. Ça a perduré longtemps. D'abord, aucune maîtrise de la langue, bien sûr, et dans un monde, surtout à Bali, qui m'était complètement étranger. J'ai beaucoup travaillé avec le Maghreb, donc j'ai quelques repères sur le monde islamique. Mais là-bas, Bali, j'étais complètement déphasé. Alors, ce qui est sûr, c'est que les Indonésiens, qu'ils soient balinais ou javanais, dans ceux que je connais, ils sont adorables. C'est-à-dire, ils sont d'une gentillesse et d'un accueil et d'une prévenance qui rend déjà les choses faciles. En tout cas, on se sent, j'allais dire, en sécurité, mais c'est même pas ça. On se sent voilà, très bien accueilli. Et ça, c'est très précieux quand on se retrouve à 17 000 bornes de chez soi, avec tous ces repères qui sont partis. Déjà, ça compte. Après, j'ai eu la chance donc, de travailler et d'apprendre avec Pak Dewa Nyoman Loko, un des pères adoptifs de Cathy, qui était vraiment un type extraordinaire. Et pour moi, j'ai croisé quand même un certain nombre de pédagogues de grande qualité en Europe, en France. Et ce monsieur-là, qui, quand il n'était pas en train de faire du gamelan, était dans sa rizière, le reste du temps était un pédagogue incroyable, gentil, prenant tout le temps, ayant beaucoup de savoir-faire, alors qu'il n'avait pas fait d'études particulières, je pense, pour maîtriser cette chose-là. Et c'était vraiment un joueur de gamelan incroyable, un peu particulier. Je l'ai découvert au fil du temps dans ce que j'ai cru comprendre de la façon dont ça fonctionnait. Et on a passé des jours et des jours à apprendre avec un peu comme dit Cécile, cette manière de comprendre, de rentrer dans le gamelan qui, au-delà. Moi, je trouve que parfois, ici, et j'étais un peu comme ça au tout début, on a une tendance à sacraliser les choses, mais dans une manière de voir le gamelan comme presque quelque chose d'intouchable. Et là, je l'ai découvert dans sa relation extrêmement populaire, tout en étant en même temps effectivement relié dans un sacré, etc., mais d'une manière très simple. Moi, j'ai des souvenirs là. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand je suis parti de là-bas, j'étais avec ma femme et on a appris ensemble, on travaille ensemble, donc on assistait aux cours ensemble. Mais quand on était sur la véranda en extérieur de Pak Dewa, brusquement, il y avait le facteur qui passait. Alors, il avait une espèce de casque, comme dirait Cécile tout à l'heure, mais bon, c'est des petits casques, on va dire, voilà. Ben, il interrompait sa tournée et puis il venait prendre son poste avec nous pour rajouter sa partie. Il restait 20 minutes, la tournée postale devait attendre à ce moment-là, et il faisait du gamelan avec nous et il repartait. Et tout ça dans une simplicité de rapport où on sentait que c'était extrêmement partagé par les gens qui étaient là autour de nous. Le gamelan est vraiment un art très vivant, très, très populaire. Et ça m'a beaucoup touché et ça m'a vraiment conforté dans ce que je pressentais, dans ce que je croyais comprendre de cet objet si complexe. Alors, avec toute la difficulté d'une tradition orale où on vous apprend un truc un jour, moi, en tant que musicien relativement averti, j'étais capable de prendre à la volée les notes, etc. Puis je revenais le lendemain, mais ça avait changé, voilà. Ou des fois, il voir dans le quartier, il jouait la même pièce à côté, mais c'était les mêmes gestes, mais ce n'était pas les mêmes sons. Et au bout d'un moment, on vous dit, mais c'est moi qui ne sais plus faire ou quoi? Et il faut accepter de lâcher. Et petit à petit, les choses se mettent en place. On comprend que l'importance des choses est ailleurs.
dans les gestes, dans la manière dont c'est partagé. Et ça me parlait fort dans ce que j'attends de la relation à l'art et dans le partage ma manière de penser l'art pour moi-même et au service des gens avec qui je peux travailler. Il y a eu rebondir là-dessus. Un jointage très fort, quoi. Oui, pardon, Cécile. Non, pour rebondir là-dessus, Luna, si je peux me permettre avant une de tes questions, mais je pense que c'est un point important que tu dis, Jean-Pierre, parce que moi, j'ai toujours trouvé que, évidemment, c'est pareil, le Wayang, c'est beaucoup refaire, en fait. On nous montre et on refait, et on nous montre et on refait, et on nous montre et on apprend comme ça, en fait, en refaisant. Et en fait, au fur et à mesure du travail, moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas tant des gestes à apprendre ou pour toi des notes ou des notations. Ce n'était pas tant de l'information à ingurgiter, mais plutôt une sorte de savoir-être, une forme de savoir où se placer par rapport à ce qu'on est en train de faire, en fait. C'est une forme de rapport à soi aussi intime, en fait. Enfin, moi, je le vis comme ça aussi. Et ça me fait chaud au cœur d'entendre Jean-Pierre aussi dire quelque chose de très proche de ça aussi. Je crois que c'est un apprentissage qui est très différent d'un apprentissage occidental, en fait. Ça nous transforme vraiment à l'intérieur aussi. Et si on n'est pas transformé à l'intérieur au moment où on fait ces pratiques-là, on est à côté. On saura faire les choses techniquement, mais est-ce que ça a un intérêt? Moi, je dis très souvent, je préfère me planter, je préfère que tant pis, ma marionnette, elle fait un truc techniquement qui n'est pas... mais que je sois au bon endroit dans mon interprétation, que je sois au bon endroit dans mon geste et dans mon envie de faire la chose, dans ma passion à faire la chose, Voilà. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Jean-Pierre, parce que ça me semble hyper crucial, en fait. Oui, bah c'est vrai que c'est très spontané dans le rapport au soi, mais aussi au collectif, vu que c'est une des particularités du gamelan. Et justement, Jean-Pierre, pourquoi le gamelan balinais parmi tant d'autres, enfin le gamelan javanais Ça a été un peu le hasard au début de la rencontre. Dans ce que c'était possible là à Bien de Massé, et j'ai été fasciné tout de suite par cet instrument, par la puissance sonore. On a un rapport, alors moi qui ai la chance d'être venu ensuite avec un gamelan et de travailler depuis 20 ans avec, ça reste vrai tout le temps. On est en face d'un meuble extrêmement imposant, même s'il est fait de plein d'objets, et il y a une puissance sonore il est là, quoi. Et nous, on se glisse à l'intérieur du gamelan et on se glisse avec d'autres. Et ensemble, là, je rentre de résidence là maintenant. Je viens de passer une dizaine de jours avec toutes sortes d'enfants qui ont travaillé sur le gamelan. Et ça, ils le ressentent de la même manière. C'est-à-dire que par rapport à plein d'objets qu'on leur met parfois entre les mains, on se met à côté d'un gong. Alors évidemment, le gong, tout de suite, c'est énorme au niveau de la qualité du son, etc. Mais même tous les autres objets, la beauté artistique des sculptures, etc., même si c'est une esthétique bien particulière, souvent presque rococo, très chargée, etc. Mais d'emblée, ça nous met dans un état presque de respect. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de problème de malversation dessus, quoi. Tout de suite, ça capte. Et les gens se sentent un peu embarqués dans ce rapport à l'instrument. Et après, il y a tout ce qu'on fait avec. Et évidemment, toute cette notion de partage d'un objet artistique où l'objectif, il n'est pas d'être le héros et de celui qui en fait le plus, etc. Mais d'au contraire, de trouver sa place en laissant la place aux autres. C'est une alchimie de cette chose-là. Et là, moi, ça m'a beaucoup intéressé, presque sur un plan politique. C'est-à-dire que socialement, ça inscrit des choses qui sont des valeurs que je porte personnellement. Et c'est donc pour moi un espace qui me permet de les véhiculer, de les partager et de les faire connaître et de pouvoir échanger là-dessus. Je trouve qu'à ce titre-là, le gamelan est un espace extraordinaire de développement social. Et il a cette place-là, je le sais maintenant, dans la culture balinaise et javanaise. Et je trouve que c'est un apport extraordinaire que l'Indonésie nous offre de pouvoir utiliser un espace comme celui-ci, quoi. D'accord, c'est vrai. Bah, je vous invite maintenant à regarder quelques photos des représentations de Cécile. Alors, Cécile, tu fais des représentations de Wayang un peu partout en France.
Et dans quel cadre est-ce que tu as pu développer cette activité? Comment est-ce que tu as pu former une troupe, en fait? Moi, je me demande vraiment, est-ce qu'ils étaient déjà familiers avec le wayang? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors, donc moi je suis partie seule au départ en Indonésie. C'était une aventure un peu solo. Et puis effectivement, comme vient exactement de le dire Jean-Pierre et de façon tout à fait judicieuse, c'est une aventure collective, tout ça. Donc, alors, la place du Dalang étant un peu particulière, évidemment, mais quand même, ça reste une aventure collective. Et du coup, alors au début, quand je suis revenue d'Indonésie en 2008, j'ai construit un spectacle où il y avait un seul musicien qui m'accompagnait avec des marionnettes des 4 pays dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'était vraiment une sorte de spectacle donc, autour du Ramayana, voilà, où je travaille sur l'ensemble de l'épopée du Ramayana. En 1 heure de spectacle seulement, je parcours très rapidement, évidemment, la très grande épopée du Ramayana. Donc voilà, j'avais déjà fait l'expérience avec un seul musicien d'un petit spectacle d'1 heure qui a joué et qui continue de jouer encore depuis 2008. Et puis, à force de faire des allers-retours avec l'Indonésie, de les avoir fait venir en France aussi, toute la troupe indonésienne sont venus en France en 2010 avec l'aide de l'ambassade d'ailleurs. On a travaillé, voilà, on a continué à travailler ensemble, on a monté un wayang avec des musiciens indonésiens et des musiciens français. Donc là, ça a déjà été une première période où en fait, on a rassemblé autour de nous des Français qui avaient envie de se mettre au gamelan javanais et d'accompagner Widodo, donc mon maître, quand il viendrait jouer en France. Donc ça s'est fait en 2010. On a du coup embarqué avec nous une dizaine de copains. Donc des gens pas forcément musiciens, pas forcément. Alors il y en avait quelques-uns qui étaient comédiens, chanteurs, voilà, plutôt dans le monde artistique quand même, mais voilà, pas forcément des musiciens. Et puis voilà, ça a fait déjà une première expérience. Et puis là, toutes les photos que vous voyez défiler depuis tout à l'heure, c'est donc, on va dire, le bout de la chaîne de toutes ces expériences-là, où là, on a vraiment monté un wayang finalement que entre Français, où c'est moi qui suis à la manipulation. Et donc, les musiciens sont tous français. Donc, il y a une quinzaine, vingtaine de musiciens. On a été, peut-être depuis le début de l'aventure, peut-être 20, 25 musiciens qui ont été formés. Et alors là, pour le coup, ils viennent en plus d'horizons complètement divers. Ça, je trouve que c'est presque une fierté à le dire, c'est que on a vraiment des gens qui sont venus, qui sont maçons à côté, qui sont, enfin voilà, il n'y a pas forcément que des musiciens ou des gens qui viennent du monde artistique, et ça me semble vraiment très important. On n'est pas allé chercher des musiciens qui connaissaient déjà cette musique. On aurait pu le faire, ça aurait pu être un choix. Mais le choix qu'on a fait, c'était de grandir tous ensemble. Comme tu disais tout à l'heure, Jean-Pierre, tu as appris avec ta femme, vous avez tout fait ce parcours-là tous les deux. Ben, en fait, nous, c'est un peu cette idée-là, mais moi, on l'a fait à une vingtaine, quoi. On a démarré le premier week-end où on a travaillé ensemble sur la musique, sur le gamelan javanais. Bon, bah, on n'a pas fait grand-chose, quoi. Hein. C'était pas terrible ce qu'on a fait. Et puis, au fur et à mesure de travail, au bout de 2 ans, 3 ans de travail, à se voir très régulièrement, on a grandi petit à petit. Et du coup, on est dans une écoute et dans une écoute de les uns les autres quand on joue, qui est formidable parce qu'en fait, on a grandi ensemble dans cette musique-là et dans cette chose-là. Et puis donc, ben, comme il y a beaucoup de musiciens, en fait, c'est pour ça que je dis 25 musiciens sont formés, puisque du coup, l'idée, c'est que à chaque date de représentation, tout le monde n'est pas forcément disponible. Et il faut pouvoir se dire, on tourne sur les postes. Et là, vous voyez 2 personnes qui sont au bonang, ça peut leur arriver d'être au gong ou bien d'être finalement à un saron, enfin d'être sur un autre poste, en fait, parce qu'on ne peut pas se permettre d'être bloqué si une personne n'est pas là. Donc voilà, on va dire un groupe qui est assez changeant. Il y a des gens évidemment qui arrêtent, parce que donc, ça a commencé en 2012. Depuis 2012, en fait, on a commencé le groupe. Et il y a des gens qui, entre-temps, ont arrêté, et puis d'autres qui sont arrivés dans le groupe récemment. Et donc ça va, ça vient. Et on joue par contre toujours le même spectacle, qui est donc le Mahabharata. Là, sur une version de 4 heures, que en wayang javanais. Il n'y a plus de marionnettes du Cambodge ou de Thaïlande. C'est vraiment que dans la tradition javanaise, avec donc la possibilité pour le public de faire comme en Indonésie. C'est-à-dire que vous avez vu les photos, nous on est au milieu et le public peut tourner autour de nous, peut aller voir côté marionnette, peut voir côté ombre. Et puis on a aussi du nasi goreng qui est
qui est préparé pour ces soirées-là. Donc, le public mange du nasi goreng, boit un thé indonésien pendant le spectacle. Ça dure 4 heures. Je leur dis dès le début, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez rentrer chez vous si vous voulez, vous pouvez revenir après, vous pouvez dormir, vous pouvez discuter. Enfin, faites comme vous voulez. L'idée, c'est vraiment d'être une passerelle en fait, entre l'Indonésie et la France. Moi, je ne me nomme pas moi-même Dalang, je ne serai jamais Dalang, je ne suis pas indonésienne. En revanche, ce que je peux faire au mieux et ce que j'essaie de faire au mieux, c'est d'être une passerelle et de donner à des Français ou des francophones, puisqu'on est allé aussi jouer en Suisse, la possibilité de rencontrer cette culture-là, de rencontrer cette histoire, de rencontrer cette musique, de rencontrer cette ambiance-là, en français en plus, puisqu'évidemment je joue en français. Donc voilà, moi je suis une passerelle et si ça donne envie à certaines personnes de creuser plus loin et du coup de s'éveiller encore plus fort à la culture indonésienne et au Mahabharata peut-être, voilà, c'est gagné en fait. C'est vraiment une expérience immersive, c'est super. Oui, c'est vraiment ça. Exactement, c'est vraiment l'idée de plonger les gens dans le truc et qu'ils lâchent prise en fait, de lâcher prise. Vous ne comprendrez pas toute l'histoire, ça n'est pas grave. On n'est pas là pour comprendre les choses, on est là pour les sentir, pour vivre le moment et puis voilà, de se décoller un peu de notre réalité et de partir dans un monde un peu imaginaire et en même temps qui parle de notre monde, hein, évidemment, hein, avec tout ce que ça comporte, une Mahabharata entre le bien, le mal, toutes ces questions-là qui résident en chacun de nous, tant sur le plan individuel que collectif. Mais voilà. Donc ça, évidemment, ça parle de la réalité, mais on le vit de manière bien plus... Mais justement, par rapport au Mahabharata, est-ce que pour toi, c'était un choix évident ou comment est-ce que tu as choisi de quelle pièce tu allais traiter? En fait, du coup, j'avais travaillé sur le Ramayana quelques années auparavant à mon retour de premier voyage. J'avais fait le choix au départ d'aller sur le Ramayana parce que c'est vrai que c'était quand même plus... C'est une épopée certes très longue, certes avec beaucoup d'épopées dans l'épopée, et voilà, évidemment, hein, mais quand même qui me semblait plus facile à traverser en simplifiant. On a quand même des liens avec notre culture occidentale sur le prince, la princesse, le grand démon qui vient enlever la princesse. Voilà l'épisode de l'arc qui est quand même voilà, très proche de notre Odyssée. Donc voilà, il y avait des choses qui étaient très proches finalement. Donc j'avais déjà fait en fait un travail sur le Ramayana et du coup c'est venu naturellement en 2010 quand je suis allée en Indonésie encore pour rencontrer à nouveau mon maître, à nouveau Widodo, et que Widodo m'a dit mais je pense que maintenant tu peux faire du wayang en France sans moi. Et dans le peu vous le savez, le Boleh et Bissa, il y avait les deux en fait. C'est-à-dire qu'il me l'a dit un peu on parlait anglais à ce moment-là, mais il m'a quand même dit c'est les deux. C'est-à-dire que maintenant tu as la capacité, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, je pense que maintenant tu peux le faire et en plus je t'y autorise. C'est-à-dire que maintenant tu es Dalang. Alors moi je disais oulala, non, je ne suis pas Dalang, mais voilà, en tout cas il m'a donné l'autorisation, on va dire, de faire cette chose-là en France, de dire maintenant tu as cette possibilité-là. J'ai évidemment passé des rites initiatiques en Indonésie et tout ça bien avant. Hein, de toute façon, ça faisait partie aussi, au-delà d'un apprentissage technique, il y a aussi une intronisation cultuelle presque. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas de cet ordre-là. Donc il y a des rites que j'ai passés, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est lui qui m'a dit maintenant, tu as travaillé sur le Ramayana, maintenant attaque-toi à Mahabharata. Ce qui n'était pas une mince affaire puisqu'il n'existait pas à l'époque de traduction complète du Mahabharata. Il n'existe que des versions, donc que déjà des résumés qui sont déjà des bons pavés, mais qui sont déjà en soi des résumés. Donc moi, j'ai travaillé après à re-résumer encore ces résumés pour arriver à un spectacle de 4 heures. Quoi. D'accord. Et tu disais que les musiciens ont été formés, mais c'est toi qui les as formés? Alors, non, en fait, alors oui et non. C'est-à-dire que du coup, moi, forcément, en tant que Dalang, j'ai des notions de la musique, je suis capable de jouer la musique. Après, je ne suis pas capable d'aller jouer les instruments à lousse, les instruments un peu plus dits d'ornementation. Voilà, ça, évidemment, il faut travailler. Mais je connais, on va dire, les balungan, je connais les formes, je connais
le principe global. Après, je ne comptais pas prendre cette casquette-là parce que déjà, du coup, moi, je manipulais marionnettes, je réécrivais le texte, je faisais la mise en scène globale. Et donc, j'ai travaillé avec Arnaud Allais, qui est le propriétaire du coup du gamelan avec lequel on travaille, qui est un gamelan qui s'appelle Kiai Bremono et qui est basé à Rennes. Donc, en fait, Arnaud, il a acquis ce gamelan qui a été fabriqué à Java quelques années auparavant. Arnaud, il l'a acquis en 2010. Et donc, depuis, on travaille avec lui. Et lui, il s'est pris d'amour pour le gamelan. Et alors, voilà, comme toi, Jean-Pierre, du coup, avec d'un seul coup, une découverte incroyable sur le côté pédagogique de cet instrument, où d'un seul coup, c'est formidable parce qu'en seulement quelques dizaines de minutes, on peut arriver à faire des choses incroyables avec un groupe. Et donc, voilà, on travaille avec Arnaud. Et c'est du coup Arnaud qui, en grande partie, a pris en charge tout le travail musical. C'est lui qui a choisi les pièces qu'on allait jouer, on va dire les transitions. Voilà. Après, c'était ensemble, en fait, on travaillait. Et puis, c'est lui qui a mené les répétitions musicales. Et puis, en fait, ce qui était très drôle, c'est qu'on a commencé, on était 8-9. Puis, au fur et à mesure, des gens qui arrivaient sur les week-ends, alors, on reprenait un peu à zéro, mais en même temps, on allait un peu plus loin. Et puis, finalement, voilà, comme en Indonésie, quoi. En fait, les choses se faisaient beaucoup par imitation. Et puis, au fur et à mesure, on avait très peu de notation. On a essayé de les lâcher le plus vite possible. Pour être vraiment comme en Indonésie, pour être dans l'écoute et puis pour s'autoriser à se planter, quoi. Je dis souvent ça, il faut s'autoriser à se tromper parce que si on ne s'y autorise pas, on reste dans notre façon très occidentale de vouloir faire les choses, on ne veut pas se tromper et au final, on est très rigide et on n'écoute pas. Alors que vaut mieux qu'on se trompe tous ensemble, mais au moins on aurait été tous ensemble. Je trouve que c'est toujours plus... Moi, ça m'intéresse plus. Bien faire les choses, c'est jamais très intéressant en fait. Alors maintenant, on peut regarder les photos de Jean-Pierre. Voilà. Jean-Pierre, après t'être formé au gamelan balinais, comment est-ce que tu as réussi à constituer ton propre gamelan ici en France? Alors, à la fois, je me suis formé, donc ça c'était en 1999, pendant l'été 99, et j'ai lancé la construction de celui qui allait devenir notre gamelan, qui s'appelle donc Noussa Cordon, du nom du lieu où je réside, qui est l'île Cordon, qui est une petite île sur le Haut-Rhône, voilà, dans un endroit assez magnifique. Et j'avais dès le départ deux objectifs. Essayer d'imaginer des dispositifs pédagogiques. Il faut que je rajoute que je suis dumiste de formation. J'ai, au long de ma vie qui commence à être un peu longue, passé beaucoup de diplômes, mais celui auquel je suis le plus attaché, c'est le diplôme de dumiste. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc ce diplôme qui permet à des gens, c'est un diplôme de musicien intervenant en milieu scolaire à la base, qui est un diplôme qui prépare des musiciens à pouvoir enseigner, principalement au départ en milieu scolaire, mais souvent à être un point de référence et de développement au sein d'un territoire. Donc, ça dépend où il exerce. Et donc, c'est des personnes qui sont habituées à être extrêmement souples, adaptables, ouverts et curieux, et pas enfermés dans les choses, mais sans arrêt en recherche pour essayer de tisser des liens, que ce soit avec les enfants, avec des enseignants, avec tout groupe qui peuvent résider sur un territoire. Donc déjà, quelque part, pour moi, ça résonne avec le gamelan, cette affaire-là. Et évidemment, il y a eu pour moi une grande conjonction entre ma propre formation pédagogique et la rencontre avec cet instrument-là. Donc, quand j'ai fait construire le gamelan, j'avais envie de pouvoir le proposer et de faire des choses avec des gamins, avec des toutes choses. Au début, j'espérais, j'avais très peur d'abîmer le gamelan et je m'étais dit, ce gamelan, il ne bougera pas. Il y avait la chance de chez moi, à proximité, d'avoir un lieu de résidence qui pouvait accueillir des groupes. Et je m'étais dit, le gamelan sera là et puis je vais me débrouiller pour que des gens viennent. Et puis, déjà aussi à ce moment-là, j'ai choisi la manière dont ce gamelan allait sonner. Il pouvait avoir plusieurs accords possibles. Et dans ma tête, j'avais déjà envie de le confronter avec des instruments occidentaux. Ça m'intéressait. Je me disais, bon sang, ce gamelan, il va être en Europe, en France. Moi, je ne suis pas indonésien. J'admire énormément toute cette culture. Et encore une fois, c'était le gamelan. Mais je ne me vois pas refaire de la musique traditionnelle chez nous. Pour moi, ce n'est pas ça le sens. Le sens, c'est vraiment le partage, la manière dont ça fonctionne. Et si je veux garder une fidélité à ce que j'ai compris de cette culture indonésienne, il faut que je trouve la manière de l'installer en France, en tant que Français,
et de vivre ce que j'ai cru comprendre de ce qu'était le gamelan, mais dans ma propre culture, et de trouver le pont et la passerelle là-dessus. Dans un premier temps, ça a été effectivement des résidences au niveau d'enfants ou de choses comme ça. Et puis, en 2002, un petit peu avant, j'ai eu une commande pour une pièce, pour une création, dans le cadre d'un festival, avec un certain nombre de contraintes, où je pouvais avoir une équipe de musiciens professionnels de mon choix, mais j'avais un groupe de personnes avec lesquelles je devais travailler, qui était un groupe d'enseignants, pas du tout musiciens, à part celui qui en était le responsable, et des gens qui se retrouvaient régulièrement pour pratiquer la musique, essentiellement de percussion, un peu de chant et des choses comme ça. Et puis aussi des danseurs qui étaient dans un conservatoire, de jeunes danseurs. Je dis danseurs, mais en fait, il y avait un mec, c'était que des filles, comme souvent, assez peu de danseurs. Et je devais concocter quelque chose avec tout ça, créer un certain nombre de pièces pour un événement, voilà, qui s'est passé en mars 2002 au théâtre de Bourg-en-Bresse. Où d'ailleurs a participé en deuxième partie le gamelan de la Cité de la Musique de Paris qui était descendu pour jouer un certain nombre de pièces. Et donc j'ai commencé, et de là est née une première troupe, essentiellement de musiciens amateurs, que j'ai formés donc à la pratique du gamelan, et tout de suite avec des pièces que j'ai composées pour eux, en essayant de trouver une alliance à la fois entre la démarche pédagogique pour qu'ils s'y retrouvent et en même temps pour que ça soit de vraies pièces. Et voilà. Et ça a rejoint déjà d'autres préoccupations que j'avais avec d'autres couleurs artistiques que j'avais utilisées auparavant, à savoir un rapport entre l'identité et les possibilités sonores. C'est un peu mon dada sur les partitions circulaires, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et j'ai composé un ensemble de pièces dont certaines sont encore jouées par la compagnie aujourd'hui. Et cette aventure-là, les gens, une fois qu'ils ont eu fait 2-3 spectacles avec ça, ils n'avaient plus envie d'arrêter. Et donc, on a poursuivi. On s'est revus très régulièrement. Comme le disait Cécile, à cette époque-là, en tout cas, c'était des gens qui ne maîtrisaient pas en plus l'écriture musicale. Donc, j'écrivais avec des chiffres sur bout de papier. Et l'essentiel, de toute façon, c'est de la mémoire tout court, de la mémoire de gestes et de la mémoire partagée. C'est-à-dire qu'il faut se voir finalement, on ne repart pas chez soi avec un bout de gamelan. Hein. C'est une aventure qui se vit au temps présent et il faut se retrouver souvent pour que ça fonctionne entre nous. Le gamelan, le nôtre, il fait à peu près 1 tonne, donc voilà, c'est quand même un objet imposant, il a besoin de place. Donc ces gens-là ont été admirables parce que pendant tout un temps, on se voyait au moins 2 fois par mois, pour certains en faisant pas mal de kilomètres pour se retrouver. Et avec ce partage, alors je ne faisais pas le nasi goreng, mais au moins un partage culinaire, c'est important. Et autour du gamelan, il y a la pratique elle-même, mais c'est important aussi de manger, de dormir ensemble, de charger, de décharger cette chose-là qui est finalement assez lourde. Tout le monde s'y met, on n'a pas des gens qui sont dédiés à faire les manards, mais on est tous les manards pour qu'ensuite on puisse vivre ce qui nous intéresse. Et là, par exemple, dans les photos, il s'agit de quelle représentation? Alors, ce qu'on voit là, par exemple, en ce moment, c'est qu'en 2008, parce que, alors, un gamelan, c'est grand, le nôtre, on peut jouer à 30 dessus, et c'est compliqué de faire tourner des équipes, ne serait-ce qu'en termes de budget et aussi de plateau, pour pouvoir jouer souvent. Ça coûte vite cher. Et pourtant, un gamelan, il faut du monde, sinon, c'est plus un gamelan, quoi. Si on est 2-3, ça ne ressemble pas à ce que j'essaye de montrer, à savoir une pratique collective, riche et intéressante. Aujourd'hui, dans notre monde culturel, souvent, il vaut mieux faire des solos et des duos. Alors, c'est sûr qu'on tourne plus facilement. Et moi, je défends la pratique collective. Je trouve que ça a du sens, d'une part, de montrer des choses qu'on fait à plusieurs et que ça envoie un signal aux gens qui viennent nous écouter qu'on peut faire des choses, et pas seulement sur le plan des arts, qu'on peut faire des choses à plusieurs. C'est aussi ça que j'essaye de faire passer. Alors, je reviens sur ce qu'on voit là. Malgré tout ce que je viens de dire, à un moment donné, notamment pour du jeune public, on a essayé d'imaginer quelque chose qui témoigne du gamelan, mais qui ne soit pas un truc à 18, quoi. Et donc, on a imaginé, ce que la photo montre, un spectacle qui s'appelle La Lune de Penjeng, qui est en référence à un grand gong qui se trouve à Bali, qui est un des plus anciens gongs magnifiques, d'un très grand volume, etc. Et on a écrit un spectacle avec mes petits camarades, là, qu'on a tourné. On était 8 pour le tourner, il fallait aussi quelqu'un au son, et on a ajouté de la vidéo. Mais 8, même pour un spectacle scolaire, c'est déjà beaucoup. Et on l'a tourné un certain nombre de fois, mais ce n'est pas facile parce qu'il faut de la place, ça avait un minimum de coût. En ce moment, on ne le tourne plus. On a un peu arrêté de le proposer. On y reviendra peut-être un de ces jours. Donc, il y avait toute une histoire autour d'un festin, parce que les festins
ritualisés sont très importants aussi à Bali, et sur une recette perdue qui permettait de découvrir le gamelan un peu sous toutes ses formes, avec un gong qui ne sonnait pas, qu'on aperçoit devant, qui est un gong lumineux, et une espèce de quête où il faut trouver les clés pour solutionner l'aventure qui est en cours. Ça nous donnait l'occasion de montrer pratiquement tous les instruments. Une des choses par rapport à ce que disait Cécile tout à l'heure, moi j'ai gardé le principe du gamelan, du gong pyeongbyak, où tout le monde sait tout faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas titulaire de son propre poste sur le gamelan. À chaque pièce, on change de place. Donc au bout d'un moment, on connaît tout. Et on garde ça en scène. Et aujourd'hui, la compagnie donc, a évolué jusqu'en 2010 à peu près. Elle était composée à peu près pour moitié de professionnels et d'amateurs. Et puis, j'ai monté mes ambitions de compositeur. Et c'est vrai que les pièces devenaient de plus en plus complexes ou plus longues aussi. Et petit à petit, c'est devenu vraiment une troupe professionnelle avec des gens qui sont des musiciens. Mais j'ai fait le choix que ces musiciens et ces musiciennes, parce que c'est une particularité à laquelle je tiens, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans cette compagnie. On est 18, il y a 14 filles. C'est une ambiance donc particulière. Sur les grands ensembles, même en France, c'est encore pas si courant comme ça d'avoir des troupes un peu féminines. Et ces musiciens-musiciennes ne sont pas du tout des percussionnistes, sauf un, mais des gens que j'ai choisi de raccrocher à la compagnie, à la fois parce que c'était des belles personnes, des personnes qui m'importaient en tant qu'est-ce qu'elles étaient, et aussi ce qu'elles maîtrisaient artistiquement. Donc, on va avoir des chanteuses, on va avoir une saxophoniste, on va avoir une accordéoniste, une contrebassiste, etc. Et toutes les possibilités de ces personnes, la maîtrise qu'elles ont d'autres instruments, me permet d'enrichir les possibilités avec le gamelan, c'est-à-dire que c'est presque des concertos ou une section supplémentaire qui va se rajouter au gamelan. Ce qui fait qu'en scène, on a aussi bien un trombone qu'une guitare électrique, que le gamelan, tout le monde passant d'un rôle à l'autre. Et pour certains instruments, il y a la spécificité, la compétence première des gens qui est mise en valeur. Et c'est ça qui m'intéresse d'explorer, c'est à la fois ce que propose le gamelan, et avec sa particularité aussi sonore, puisqu'on n'est pas du tout dans les échelles qui sont les nôtres ici en Occident, et les possibilités instrumentales, et de trouver le lien, cet espace de rencontre musicale. Et c'est ça qu'on propose maintenant depuis un certain temps. Alors, on a vu un spectacle où on apercevait le gamelan au bord de l'eau. C'est un spectacle qui date de 2012, où j'ai essayé de faire naviguer le gamelan. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vis sur une petite île au milieu du Rhône, et le Rhône, depuis très longtemps, il est navigable. Et donc, j'ai eu l'idée de refaire ce qui se passait à une certaine époque, c'est-à-dire une descente du Rhône avec ce qu'on appelait une décise, où à l'époque, c'était plutôt du bois et des pierres qui pouvaient descendre jusqu'à Arles, et les bateaux remontaient ensuite chargés de tissus, voire d'épices ou de toutes sortes de choses qui remontaient, qui parfois continuaient sur la Suisse, montaient au-dessus de Genève. Enfin, bon, ça existait pratiquement depuis les Romains. Aujourd'hui, le Rhône n'est plus navigable par chez nous, et on est plutôt allé de port en port. Et on a monté tout un spectacle donc en 2012 qui nous permettait de nous poser et qui croisait plusieurs choses. Je pense que Cécile faisait référence tout à l'heure au spectacle de Wayang, qui est un spectacle extrêmement ouvert, où à la fois il y a la musique, il y a le théâtre qui est là, mais il y a aussi les gens qui sont autour, qui mangent, qui parfois sont au marché. Enfin, c'est extrêmement vivant. Ceux qui sont vraiment fans viennent s'asseoir à côté des musiciens, etc. Donc, on avait essayé de retrouver cette dimension-là avec plein d'aspects, avec la participation d'un plasticien qui avait fait tout un travail en correspondance avec les gongs, avec des choses avec le public, avec des ateliers où les gens pouvaient s'initier, avec une espèce de collection qui était faite en amont auprès des gens du cru pour pouvoir participer d'une certaine manière au spectacle. Enfin, il y avait des tas de formes qui permettaient d'inclure les gens et d'essayer de retrouver cette participation populaire qui est très forte quand on va à Java ou à Bali, dans les moments qui sont proposés. J'ai beaucoup enrichi cette connaissance-là de la pratique d'une autre des années que tu dois connaître, je pense, Cécile, qui est Sarah Andrieux, qui est donc une spécialiste du wayang golek et qui vit à Bandung, en Indonésie, et qui est une amie proche, et qui m'a fait découvrir tout cet aspect-là avec un type de gamelan qui accompagne ce genre de performance, qui peut durer 8 heures, et qui est extrêmement populaire, où les gens vraiment connaissent tout, participent, s'assoient, enfin, il y a un marché tout autour, et on était un peu dans cette démarche-là de retrouver à ce moment-là, tout au long du Rhône,
comme si on se posait comme une cargaison qui était le gamelan, en fait, avec un drôle d'équipage qui était l'ensemble de la compagnie. Et on a navigué comme ça, de port en port en 2012. D'ailleurs, c'est un projet qui a été complètement aidé par l'Europe et par la région Rhône-Alpes, qui nous a beaucoup appuyé pour qu'on puisse réaliser cette chose-là, qui était un truc. On était pratiquement 30 entre les comédiens, les 25 musiciens, la régie, il fallait monter la scène avec tout ce qui va avec, etc., sur chaque endroit. Enfin, c'était une aventure assez extraordinaire. Et de cette équipe-là est née la compagnie actuelle, qui est pratiquement pas bougé depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui, alors certains sont carrément là depuis 20 ans, et puis d'autres qui sont arrivés depuis et qui sont d'une fidélité incroyable, sachant que nous, on n'est pas comme à Bali ou à Java, des gens extrêmement proches, j'allais dire géographiquement, mais ils viennent de toute la région Rhône-Alpes. Ça veut dire que quand on se retrouve, on commence déjà par faire des kilomètres pour pouvoir se retrouver à un endroit et faire vivre cette aventure. Et ça, ça demande beaucoup, même si c'est tous des musiciens professionnels, et ça va bien au-delà de ça, parce qu'il faut déjà avoir envie que ça fonctionne, de quitter les endroits où on est, de prendre sur soi, de prendre c'est un investissement personnel à des tas de niveaux pour faire vivre cette aventure de gamelan. D'accord. Je vois que vous fournissez tous les deux un travail vraiment important. Et justement, on va regarder une vidéo pour mieux visualiser, avoir une idée plus précise du travail que vous présentez. On commence par la vidéo de Cécile. Apporter la voix de la conteuse, hein, si on est dans le conte, donc on va dire conteuse, c'est magnifique, quoi. Elle est très juste, pour moi elle est très juste. Moi ça m'a pris les tripes quand même, au niveau de la musique. Je suis scotchée par le talent de la marionnettiste qui fait toutes ces voix, qui manipule toutes ces belles marionnettes. Ça nous change en fait sur des spectacles dans les salles, on est sagement assis. Et rien que la possibilité de se mouvoir dans cet espace, l'imprévu est là, voilà. Cultivez la vertu. Soyez brillants comme le soleil. Vous reviendrez triomphants. C'est une atmosphère très particulière, complète parce que c'est à la fois visuel et puis évidemment musical. Cette n'est pas la mienne. Je n'ai aucune raison de me battre. C'est comme quand on écoute une histoire, quand on s'endort, c'est-à-dire qu'on écoute une partie, on somnole, mais on se laisse porter par le rythme de la musique, des chansons, voilà. Ça se passe comment? Bien.
Ces moments de dialogue avec le public sont vachement bien aussi. On voit que le public a été conquis, vraiment. Est-ce que tu trouves, Cécile, qu'il y a un intérêt grandissant pour les arts indonésiens en France au fil des années? Grandissant, je sais pas, je me rends pas forcément compte. En plus, ça, c'est délicat à dire parce que c'est aussi très lié à moi, mes rencontres. Forcément que j'ai rencontré de plus en plus de gens. Là, tu vois, je rencontre Jean-Pierre, j'en avais entendu parler, mais on s'était jamais rencontrés. Donc, du coup, au fur et à mesure des années, oui, je rencontre de plus en plus de gens qui sont intéressés par ça, mais qui l'étaient sûrement. Tu vois, Jean-Pierre, il l'était déjà avant. Donc, je sais pas s'il y a un intérêt grandissant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, partout où on joue, nous, le spectacle, on l'a joué en Suisse l'année dernière pendant toute une série de représentations et ils n'avaient jamais vu ça et ils étaient super heureux de découvrir. Et encore une fois, comme dit Jean-Pierre, c'est-à-dire que c'est un art complètement complet et que l'idée n'est pas tant de leur faire découvrir une tradition, évidemment, que ça l'est en partie. Mais moi, je dis souvent que si j'avais voulu vraiment leur montrer une tradition indonésienne, déjà, l'intérêt, c'était de faire venir des Indonésiens en France. Ça, ils l'auraient fait beaucoup mieux que nous. Et on aurait eu vraiment... voilà. Après, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est justement... c'est un peu toute la différence entre le folklore et la tradition aussi. C'est que, pour moi, le folklore est quelque chose de figé, et pas forcément au sens négatif, hein. C'est aussi important, je trouve, de continuer à perpétuer des choses et tout ça. Tandis qu'une tradition va pour le coup être un folklore qui bouge encore. C'est-à-dire que c'est là où c'est tout l'intérêt, c'est que c'est ancré dans le passé, mais ça se tourne vers l'avenir et puis c'est surtout très au présent en fait et que c'est très ça bouge en fait. Comme tu disais Jean-Pierre, on travaille une pièce et puis en fait le lendemain elle est déjà différente. Parce qu'entre-temps, il s'est passé une nuit et que dans la nuit, il a pu se passer des choses. Et que, voilà. Donc, je trouve cette chose-là est super importante. Et en fait, c'est ça que j'essaye d'amener et d'être, comme je disais, une passerelle avec le public français. C'est que pour moi, à mon humble avis, c'est ce qui nous manque pas mal dans les arts occidentaux. En fait, comme je disais tout à l'heure, le rapport aussi sacré et populaire, vraiment que les deux choses soient aussi importantes l'une que l'autre, pour moi, ça me manque en fait. En Occident, je trouve trop souvent qu'on est soit trop d'un côté, soit trop de l'autre. D'être dans cet équilibre-là, moi, j'étais vraiment fascinée. Je trouve qu'il y a l'Asie qui l'amène en fait, et l'Indonésie particulièrement. Il y a cette chose-là, ça vit comme ça là-bas, quoi. Donc là, pour moi, en France, on a trop souvent des spectacles soit élitistes qui vont faire peur à la population. Donc après, moi, je vais les voir, hein, ces spectacles, ils me plaisent beaucoup, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'y vont pas parce que ça leur fait peur et qui se disent qu'ils vont rien comprendre. Et inversement, des spectacles populaires, mais qui peuvent des fois être trop faciles, qui peuvent frôler la bêtise aussi. Et du coup, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la culture indonésienne, en fait, c'est qu'au-delà du folklore, au-delà du gamelan, du wayang, de tous les arts qui sont de toute façon fascinants,
c'est même ce qui est encore au-delà, moi, qui m'intéresse, c'est vraiment l'équilibre entre le sacré et le populaire et que tout ça n'est qu'un outil. Pour moi, c'est vraiment... et là, je rejoins Jean-Pierre. Moi, pourquoi je fais tout ça? C'est pour montrer effectivement aux gens une ouverture sur l'autre, un projet collectif. Si les gens sortent de là en se disant « Waouh, j'ai vécu un moment incroyable », il y a une remarque qu'on nous fait souvent. Quand je discute avec le public après, on nous dit souvent oh, « j'ai pas compris grand-chose, mais j'ai été fascinée. Je vous ai vus ensemble. J'ai vu un groupe ensemble, des petits regards les uns les autres. Vous n'avez pas de papier, personne n'a de papier. Quand on joue 4 heures, mais on n'a pas de papier. Tout est dans nos crânes, tout est dans nos cœurs, tout est dans notre écoute, en fait. » Et les gens, c'est vrai que c'est un truc, et moi qui me fait plaisir parce que c'est vraiment ce qui m'importe, les gens nous disent oh, « j'étais fascinée, j'avais l'impression de... » Il y a quelque chose qui se déploie, en fait. Quand on joue, il y a quelque chose qui est plus grand que nous. On se laisse aller à quelque chose de plus grand que nous. Et voilà, et pour moi, encore une fois, je pense que du coup, les arts indonésiens ne sont qu'un outil pour ça. Mais pourquoi je suis allée avec l'Indonésie et pas un autre pays, c'est que c'est un très bon outil, pour le coup. En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont réussi, vous avez réussi, les Indonésiens, à avoir un très, très bon outil pour être dans cet équilibre-là, en fait. Moi, c'est voilà. Donc, je ne sais pas si l'intérêt est grandissant, mais en tout cas, tous ceux qui rencontrent ça sont en général assez... modifié, on va dire, par ça. D'accord. Et dans quel cadre est-ce que vous êtes appelé pour faire des représentations généralement? Alors, nous, on a joué dans... Alors, moi, du coup, il y a le spectacle, le gros spectacle que vous avez vu tout à l'heure. En fait, j'ai envoyé des photos et des images que de ce spectacle-là. Mais après, moi, j'ai aussi un autre spectacle, donc comme je disais, sur le Ramayana, où j'ai un seul musicien. Donc, comme disait Jean-Pierre, c'est sûr qu'on n'est que 3 en tournée, donc c'est beaucoup plus facile à tourner. Et puis, j'en ai encore un autre où je suis là toute seule, avec du gamelan enregistré. Et c'est du wayang kanchil, donc c'est du wayang pour les enfants avec des marionnettes d'animaux de la jungle. Donc déjà, j'ai 3 spectacles en fait de wayang et 3 entrées possibles. J'ai aussi l'exposition, vous avez vu dans la vidéo, c'est une exposition carnet de voyage. Donc en fait, c'est une exposition que j'ai montée au fur et à mesure de mes voyages qui permettent de donner des clés sur la construction des wayangs, sur la musique, sur les représentations là-bas. Et puis moi, je raconte aussi mon voyage et comment ça m'a transformé de l'intérieur aussi. Et puis, on fait aussi des ateliers, beaucoup, en école évidemment, mais pas que, des ateliers musicaux, des ateliers de marionnettes, construction, manipulation. On fait aussi de la danse avec Kadek, qui a été pas l'intervenante, mais l'animatrice la première fois. Mais Kadek travaille aussi avec nous Kadek Puspasari sur la danse, on intervient aussi parfois en wayang topeng. Enfin voilà, on essaye d'avoir différentes activités. Et donc pour répondre à ta question, Luna, toutes ces activités-là, elles vont avoir lieu soit auprès de villes qui nous appellent en disant nous, on a envie de faire un projet autour des arts indonésiens. Donc au mieux, quand ça se passe le mieux possible, c'est qu'on va travailler pendant un mois et demi sur le territoire. Donc, ça va être auprès des écoles, dans les conservatoires de musique, avec des adultes éventuellement, avec des chorales, avec voilà, tout un tas de groupes qui travaillent autour du Ramayana ou du Mahabharata, qui construisent des choses. Et puis, on est en résidence. Le gamelan, il est vraiment pendant un mois à un endroit. Et à la fin de ce mois et demi, tous les stagiaires, tous les gens qui ont travaillé vont présenter quelque chose en première partie de notre Mahabharata. Donc ça nous est arrivé à plusieurs reprises de faire cette formule-là dans la France entière. Donc ça peut être, des villes, des festivals directement aussi, des festivals de contes, beaucoup. Là, la vidéo que vous aviez vue, c'était un festival vraiment spécialisé dans le conte. Parce que c'est vrai que du coup, le wayang, on a un peu cette double entrée. On a le côté culture du monde, musical, et puis on a l'entrée conte, conteur. Et ce qui nous a d'ailleurs valu d'avoir enregistré le spectacle de 4 heures en disque audio dans une maison de disques qui est vraiment spécialisée dans le conte. Donc, on a un triple CD du Mahabharata avec le gamelan javanais qui accompagne ma voix. Donc là, on n'a que ma voix, on n'a pas le wayang. Et voilà, donc on peut jouer dans les festivals de conte ou bien quand on allait jouer en Suisse, c'était pour le Théâtre des Marionnettes de Genève, donc, qui est un théâtre de marionnettes, enfin un théâtre spécialisé dans la marionnette. On a joué au musée Guimet à Paris, qui est un musée spécialisé art asiatique. Voilà, enfin, voilà, j'ai pas tout en tête, mais en fait, on a joué aussi à Avignon. On a fait Villeneuve en Seine.
qui est un festival qui est en même temps qu'Avignon, enfin c'est Avignon, mais dans des bonnes conditions. Et on a joué dans un très très beau cloître du XIIIe siècle qui était absolument magique. Donc nous, on était au milieu du cloître et les gens pouvaient tourner autour de nous dans les coursives, c'était absolument magique. Donc voilà, on a eu, je ne sais pas, le spectacle du Mahabharata, il est créé depuis 2013, on a dû en jouer une quarantaine de représentations, je pense, trentaine, quarantaine. Et puis le Ramayana, on doit être à 120 et Pakokli, pareil, je crois. Enfin voilà, donc on a joué dans beaucoup d'endroits, dans toute la France, dans la Belgique et la Suisse, quoi. D'accord, donc tu t'adresses à des publics très variés. Très différents, exactement. C'était vraiment le but, ouais, c'était d'avoir plusieurs entrées. Différents. Ouais, d'avoir plusieurs entrées. Encore une fois, d'être une passerelle. Donc pour être une passerelle, il faut avoir plein d'entrées différentes pour qu'on puisse toucher plein de publics différents, quoi. D'accord. On va regarder maintenant la vidéo de Jean-Pierre. Accueillir le Gamelan Nous s'accordons en résidence, c'est accueillir un espace musical complet, très riche, avec des sons assez extraordinaires et un objet très beau, qui permet de faire jouer jusqu'à 27 personnes simultanées, à partir de 8 ans, parce qu'en dessous les baguettes sont trop lourdes ou les postes peuvent être plus difficiles à maîtriser, et sans vraiment limite d'âge, si ce n'est la capacité à s'asseoir sur des sièges qui sont parfois un peu bas. Milieu scolaire, milieu universitaire, collège, lycée, conservatoire, musiciens professionnels, musiciens amateurs, famille, le Gamelan peut accueillir tout groupe et même mélanger les provenances et les origines pour vraiment réaliser un moment musical. Alors une résidence, en fait, elle se déroule sur un temps assez long, au moins 5 jours sur une semaine ouvrable, et elle permet de pouvoir découvrir le Gamelan du pas, et puis d'apprendre à s'en servir. L'instrument est aussi un bel objet. Sa variété, on a des gongs, on a des claviers de différentes tailles, donc celui-ci est en bronze, mais on aperçoit toutes les sculptures qui sont autour, donc du bois sculpté qui ensuite est peint, et on est en face d'un objet d'art aussi en même temps. Et il est au contact des enfants qui, sans qu'on s'en soucie d'ailleurs, en prennent un très grand soin, parce que tout de suite, ils se rendent bien compte que c'est là un objet presque précieux, et qu'ils méritent toute leur attention pour continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire avec. Tout de suite, je pense que quand on entend un gamelan, on est saisi par le son, les enfants comme les autres. La production du son est relativement aisée dans un premier temps. Ensuite, sa maîtrise demande un certain nombre de compétences. Le fait que la résonance soit très longue oblige à maîtriser cette résonance en pinçant les lames, par exemple. Et mine de rien, c'est un geste pas si simple que cela, parce qu'en même temps, il va s'associer au son suivant. On va voir un son, et au moment d'en faire un nouveau, on va pincer le précédent. Sans doute la chose à laquelle je suis plus attaché, c'est que le Gamelan, on est pour moi à la frontière entre l'espace collectif et l'espace individuel. Et cette alliance-là qui est très difficile d'une manière globale et sociale, chaque individu est important, chaque personne est importante, mais toutes importantes, elles font un groupe. Et c'est comment on arrive à faire fonctionner tout cela ensemble, en respectant l'identité, la singularité de chacun, et en même temps en faisant exister le groupe, en faisant fi des égos. Il y a d'un côté l'apprentissage d'un répertoire et d'autre part les liens que le Gamelan entretient dans la tradition avec le corps, avec la danse, avec le théâtre sous toutes ses formes, avec le chant, toujours sans chef d'orchestre, sans direction, donc dans une autonomie recherchée de la plupart des postes des enfants ou des personnes qui sont sur le Gamelan, qui se mettent à ce moment-là au service d'une personne qui invente une histoire, qui invente un discours corporel, etc. L'ensemble de ses camarades du Gamelan étant à son service pour accompagner, pour colorer les différents éléments de son histoire. On a passé un moment extraordinaire. On est content d'avoir vu sur leur visage beaucoup d'émotions, beaucoup de cohésion et beaucoup de concentration. Donc voilà, nous les parents, on est excessivement satisfaits de ce qui s'est passé cette semaine.
Le gamelan, il prend un petit peu de place, hein, au minimum 80 mètres carrés. Quand on a un petit peu plus, c'est encore mieux. Il faut pouvoir le laisser à demeure pendant le temps où il est présent sur le lieu. Alors ça peut être une école qui nous fait venir, ça peut être un théâtre. Ça nous arrive très souvent d'être invité par une ville parce que, en similitude à la venue du gamelan sur un temps de résidence, eh bien, le théâtre pourra à ce moment-là accueillir un des spectacles de la compagnie qui sera un excellent complément, voire même pourra accueillir la représentation du travail fait par les enfants dans une première partie. C'est une chose qui nous arrive couramment. Du coup, la boucle est bouclée. On a les enfants qui ont appris des codes et qui commencent à comprendre comment fonctionne le gamelan, et en plus, ils peuvent assister à une représentation où ils ont déjà toutes les clés pour profiter au mieux du spectacle qui leur est proposé. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est ta pédagogie, parce qu'on voit que tu fais beaucoup d'ateliers à destination des enfants, et je me demande vraiment comment tu abordes cet apprentissage, parce qu'ils n'ont pas de repères, pas de partition, ils sont vraiment en autonomie, donc comment est-ce que tu fais? Alors, on va faire un deuxième talk show là-dessus, parce que ça va prendre un peu de temps. Mais… non, mais sincèrement, parce que je serais ravi de parler de tout ça, mais c'est un vrai travail et c'est un vrai chemin auquel je tiens beaucoup et que je tiens beaucoup à partager aussi avec d'autres. Le gamelan est un espace structurant et c'est un outil d'éducation musicale, si on veut le prendre sous cet angle-là, extraordinaire et qui permet de faire progresser. Là, je rentre de 10 jours de résidence dans une petite ville d'Ardèche où j'ai accueilli à la fois des élèves que j'ai vus plusieurs fois. Donc, avec ceux-ci, on a monté comme une première partie, un peu ce qu'évoquait Cécile de son côté. On est très proche dans nos manières finalement d'agir. Et puis d'autres qui venaient simplement pour un atelier découverte. Et l'objectif pour moi est que quand une classe vient rencontrer le gamelan, ben on ne va pas seulement le regarder, même si on va parler d'où ça vient, comment c'est fait, et parler de l'Indonésie et de tout ce qui va autour. Il faut qu'on en joue. Il faut que dans les 2 heures qui soient passées, on soit sur le gamelan et qu'on le pratique. Parce que si on ne l'a pas pratiqué, on est passé à côté de plein de choses. Il faut être dedans, tous ensemble. Et le gamelan permet ça, pour peu qu'on ait une démarche pédagogique qui favorise cette chose-là. Alors là, je n'ai vraiment pas le temps en quelques secondes, là, comme ça, ou quelques minutes, de vous parler de ça, mais je le ferai bien volontiers une autre fois, si ça intéresse du monde. Et du coup… on a cette chose-là qui se construit avec des enseignants qui souvent débarquent, ils ne l'ont jamais vu. Parfois, si j'ai de la chance, il y a un travail qui est mené sur un territoire et je vais travailler en amont avec des partenaires pour essayer d'imaginer quels prérequis on peut mettre en place, comment ça peut rejoindre déjà leurs préoccupations pédagogiques, que ce soit des musiciens intervenants ou des professeurs de collège ou de lycée, etc., comment ça peut se joindre, ou de conservatoire, hein. Et puis, parfois, ça n'a pas été fait et on essaye d'imaginer des situations et des dispositifs qui permettent d'avancer, de rendre la chose possible. Et c'est possible. La preuve, hein, vous venez de le voir en vidéo. Et là, je viens de travailler avec 2 classes qui faisaient à peu près la même chose, avec cette démarche auquel je tiens beaucoup aussi, qui est d'un côté l'apprentissage d'un répertoire et sur une démarche plutôt d'improvisation un peu contemporaine, dans l'espace, quelque chose qui va allier à la fois du langage imaginaire, du mouvement corporel, et avec cette idée de la relation qu'entretiennent les gens qui dansent, qui chantent, etc., avec le gamelan qui, derrière, les accompagne avec un certain nombre de codes qu'on met en place petit à petit, et tout ça sans direction. Donc, ça demande à la fois beaucoup d'autonomie, beaucoup de concentration pour comprendre ce qui se joue, être au service de la personne, puisque c'est improvisé, on ne sait pas d'avance, il y a simplement des repères qui sont inscrits. Et je rejoins sur ce que disait Cécile tout à l'heure quand on parlait de l'accueil du gamelan, enfin des traditions indonésiennes en France. Je ne sais pas s'il y a de plus en plus de gens intéressés. Moi, on a fait le compte parce que quand on s'est rencontrés, il n'y a pas très longtemps que j'ai eu le plaisir de connaître Warsito, on a beaucoup échangé depuis, et il m'a demandé une chose que je n'avais jamais faite, c'est d'essayer de faire une espèce de bilan depuis le temps qu'on travaillait là-dedans, et je me suis aperçu qu'en fait, il y avait à peu près 30 000 personnes qui étaient passées entre nos mains sur des ateliers, etc. Bon, c'était assez facile, il suffisait de reprendre les archives et de voir un peu tout ce qui avait été fait. Et ce que toutes ces personnes nous renvoient, c'est ce que disait Cécile tout à l'heure, c'est le côté presque un peu magique quand ils voient, il n'y a personne qui dirige,
tout est dans les regards, dans les attentions des uns aux autres. Et déjà, s'ils perçoivent ça, pour moi, c'est énorme parce que le cœur, il est là, quoi. Il est dans cette chose-là et que c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir faire des choses à plusieurs en même temps et de le réaliser et de l'offrir à d'autres. Et c'est sans doute la chose qui me guide le plus, c'est vraiment cette chose-là. Et ça, merci les Indonésiens de nous avoir imaginé un espace qui permette cette chose-là, quoi, parce qu'on n'a pas ça dans nos espaces. Parfois, on essaye de manipuler avec des objets sonores, contemporains et autres, mais on doit à la culture indonésienne d'avoir inventé cet espace-là, d'abord pour elle-même. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'installer, non pas forcément pour absolument connaître toutes les traditions indonésiennes, mais faire vivre, comme le disait Cécile tout à l'heure, cet instrument finalement très ancien, qui a toute une histoire, qui a un folklore, et qui peut tout à fait trouver une place authentique et réelle dans notre propre culture, servant de passerelle entre une connaissance de l'Asie et de ce que nous, on est aussi ici, réinterrogeant nos pratiques et nos relations aussi entre personnes dans notre propre culture. Et ça, voilà, pour moi, c'est vraiment important, quoi. D'accord. On approche bientôt de la fin, mais je voudrais savoir si vous avez des projets en cours, des événements à venir, quand ce sera possible, que vous voulez partager avec nous. Cécile, je te laisse la parole. Oui, alors concernant le wayang et la culture indonésienne. Oui. Parce que moi, c'est vrai que du coup, j'ai une particularité, je ne sais pas si c'est ton cas, Jean-Pierre, c'est que du coup, mon activité n'est pas que de jouer des spectacles indonésiens. En fait, j'ai aussi une autre activité où je joue des spectacles d'ombre ou de théâtre qui n'ont rien à voir avec l'Indonésie. Donc, pour ce qui est de l'Indonésie, on devait jouer notre Mahabharata au château royal d'Amboise, qui est un château de la Loire, un très très beau château, et ça fait déjà 1 an qu'on le reporte. On est en train de le reporter encore. Donc voilà, du coup, malheureusement, pour l'instant, alors que c'était en extérieur, mais malgré ça, c'est trop compliqué en fait pour l'instant. Donc l'activité, elle est un peu réduite sur ça. Néanmoins, du coup, c'est en train de se caler sur la saison prochaine. Il va y avoir d'autres représentations et puis y compris un gros projet, comme je disais, pendant 1 mois qui va se passer au printemps. Voilà. Et puis, je sais que Arnaud, en revanche, donc, avec le gamelan javanais, lui travaille en ce moment dans un collège avec l'aide justement de l'ambassade. Donc, exactement, de toute façon, Jean-Pierre, tout ce que tu décris, c'est exactement, tout à fait dans cette démarche-là aussi que Arnaud fonctionne sur son gamelan javanais. Et avec le même principe de travailler des pièces traditionnelles et aussi être capable d'improviser et d'imaginer des choses ici. Et donc voilà, je sais qu'en ce moment, il travaille dans un collège en Bretagne, avec des interventions aussi autres que le gamelan, avec aussi, je crois, de la danse, avec des choses. Et puis voilà, je crois grosso modo. Et puis assis, on a quand même un Ramayana, on a quand même une représentation du Ramayana, donc mon spectacle où je suis toute seule, pas loin d'Orléans, le 12 juin. Je regarde mon planning qui est là-bas. Et puis le spectacle jeune public, où je suis toute seule. J'ai 2 représentations au mois de juin, là, le 22 et le 26 juin. Pareil, pas très loin de chez moi, à Orléans. De toute façon, là, en ce moment, les représentations, elles sont plutôt territoriales, quoi. Elles sont plutôt autour de chez nous parce que c'est des représentations qui se calent un peu au dernier moment quand les conditions sanitaires sont possibles. Donc, voilà. Et puis, pour ces représentations-là, on a aussi des interventions dans les écoles qui vont préparer justement sur le wayang, sur l'Indonésie, sur voilà, tout le travail qu'on fait en amont de venir jouer un spectacle, de médiation culturelle, c'est-à-dire de faire la passerelle aussi entre le public qui va voir un spectacle et le spectacle. Ça leur permet de leur donner un petit peu des billes avant et tout ça. Donc il va y avoir aussi des interventions en école là sur le mois de juin auprès de classes de maternelle et de primaire. D'accord, super. Ça s'annonce bien rempli quand même. Ouais, malgré tout, ouais, on arrive. Et de ton côté, Jean-Pierre? Alors oui, comme Cécile, on vient de vivre 1 an et demi un peu compliqué, avec plein de choses arrêtées, même des difficultés pour répéter. On n'avait pas accès aux salles vu les nombres où on était. Alors là, il y a quand même des choses qui repartent. Il y a une grosse résidence qui démarre très prochainement et qui va aboutir le 4 juin à une série de concerts à Dole, à l'invitation du Conservatoire du Grand Dole,
avec donc dans le Jura, avec plein d'actions en direction des élèves, que ce soit dans les écoles ou autres, et donc des concerts qui seront accueillis le 4 juin sur Dole. Ça a été plusieurs fois reporté là aussi, et là, a priori, ça va tenir, on va rentrer, et ça va être possible avec les conditions sanitaires. Et puis là, par contre, ça a été reporté, là je rentre d'Ardèche, toutes les activités d'éducation artistique et culturelle ont pu avoir lieu, mais le concert aurait dû être ce soir, voilà, aujourd'hui le 7, et il est reporté le 24 juin. On sera donc là à Vals-les-Bains, en Ardèche, pour 2 ou 3 concerts. C'est encore pas complètement calé, justement à cause des problèmes de jauge qui ne sont pas encore complètement résolus, mais c'est bien parti et ça, on en est ravis. Et alors, à la fois, pour le reste, je prépare l'année prochaine. Souvent, on passe beaucoup de temps, mais comme beaucoup d'artistes, à préparer, à rendre les choses possibles, rencontrer des gens, trouver les sous pour que ça puisse avoir lieu, voir comment ça va pouvoir se passer. Donc, je suis là-dedans pour préparer l'année suivante. Et si la pandémie veut bien nous laisser un petit peu tranquille, il y a un gros projet auquel on travaille déjà depuis 2-3 ans qu'on voudrait bien voir aboutir. C'est de pouvoir poursuivre l'échange dans l'autre sens, c'est-à-dire de partager notre travail en Indonésie, avec 2 aspects. Présenter les spectacles tels qu'ils sont que nous on fait, pour pouvoir échanger avec des Indonésiens sur notre manière dont on s'est approprié le gamelan, voilà. Et une création que j'aimerais pouvoir faire depuis 3-4 ans. J'ai écrit des pièces pour chœur et gamelan, et il y a de très grands chœurs en Indonésie qui sont capables de chanter toutes sortes de choses, aussi bien la musique contemporaine que la musique traditionnelle indonésienne que autres. Et j'ai l'ambition de pouvoir croiser un chœur indonésien, notamment à Bandung, pour monter un certain nombre de pièces et partager les concerts ensemble. On travaille à ça. La pandémie est venue un petit peu stopper tout ça quand elle est arrivée. Si c'était possible, on aimerait bien que ça soit pour l'année prochaine, peut-être en 2022. Mais voilà, tous ces chœurs qui sont plutôt des chœurs amateurs, mais de très haut niveau, en ce moment, tout est fermé, donc les facultés ne travaillent pas. Je pense à l'Umpa de chœur, notamment de Bandung. Il n'y a pas de répétition, etc. Donc, comment ils vont reprendre leurs affaires? Est-ce que du coup, on pourra enchaîner? Mais voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur déjà depuis 3 ans. On voulait le faire en 2020 pour fêter l'anniversaire du gamelan. Ça sera peut-être 2022. Peut-être 2023, mais voilà, on y croit fort et on espère qu'on arrivera à cette chose-là où toute la compagnie partirait en Indonésie, partager le travail qui est le nôtre ici, quoi. J'espère que ça ne soit pas 2030, l'anniversaire du gamin 2030. Je ne sais plus dans quel état je serai, moi, en 2030. Quand même en tout cas, ça nous a permis de faire ce talk show quand même, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes villes de France. Oui, ça c'est génial. Ouais. Donc, merci d'avoir été présent. Et on va terminer par une question des spectateurs. Donc, je vous invite à poser votre question si vous en avez une dans le chat. On va en choisir une. S'il n'y a pas de questions, en attendant, moi j'en ai toujours. Hein. Mais oui, il y a quand même quelque chose, une question que je me suis posée, c'est est-ce que vous ressentez une certaine responsabilité dans cette diffusion d'une culture étrangère? C'est quand même un peu particulier, il faut l'aborder, enfin c'est subtil. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet-là? Tu veux dire quelque chose, Cécile? De ne pas faire de bêtises, tu veux dire? Une forme de responsabilité de se dire, oulala, est-ce que je suis légitime à le faire? Et est-ce que je ne suis pas en train de dire quelque chose qui trahit leur façon de faire là-bas? Tu veux dire de ce genre de questions-là? Oui, la frontière est difficile à... Moi, je crois que l'un des garde-fous, c'est déjà premièrement de ne pas se croire indonésien, de ne pas se croire spécialiste, de ne pas se croire sachant. Je crois que déjà, à partir de cette base-là, moi, je suis toujours, même quand j'ai donné des conférences, voilà, il y a ce mot-là de conférence qui donne l'impression qu'on est un sachant et que les autres je vais distribuer du savoir à des gens. Je crois que déjà, moi, la chose que je dis très très vite, c'est moi, je viens témoigner d'une rencontre avec cette forme d'art, d'un parcours de vie, mais moi, je ne suis pas spécialiste de quoi que ce soit et je dis ce que moi, j'ai
vécu, ce que moi j'ai ressenti, mais comme on l'a dit en plus avec Jean-Pierre tout à l'heure, ce que j'ai ressenti et vécu un jour, à un instant T, le lendemain, ça aurait pu être totalement différent. Donc déjà, c'est inhérent à la culture indonésienne, enfin, je crois, encore une fois, je ne veux pas me tromper, mais c'est la place au présent et la place à la compréhension complètement multiple, en fait, des choses. L'unité dans la diversité. Voilà, donc on est complètement là-dedans, en fait. Donc moi, vraiment, pour moi, la garantie de ne pas dire de bêtises, c'est très souvent de dire très vite, parce que souvent, les gens qui n'y connaissent rien du tout, les Français, ils ont des papillons, voilà, ils papillonnent, ils ont des étoiles dans les yeux, et oh, c'est incroyable ce que vous faites, c'est incroyable, vous êtes spécialiste, waouh, waouh. Et moi, tout de suite, j'essaye de dire, oula, attention, je partage ce que j'ai vécu, j'essaye de partager justement ce que j'ai vécu cette première nuit de Wayang que j'ai raconté au tout début, cette espèce de fascination que j'ai vécue. Voilà. J'essaie de partager cette chose-là, mais je ne suis en rien spécialiste, quoi. Ça peut m'arriver qu'à la fin d'une représentation, les gens viennent et qu'au contraire, ils aient déjà voyagé en Indonésie. Et du coup, me pose une question très précise. Ah, mais moi, j'avais vu, parce que je suis allée dans telle ville, j'ai vécu, je suis allée vivre une nuit de Wayang, ils avaient fait ça, mais vous n'avez pas fait pareil. Alors, je me demande... Oh. Et alors, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, forcément, je joue du Wayang tel qu'on me l'a appris moi, à Wonogiri, avec le style de Wonogiri qui n'est déjà pas le style de Jogja, qui est déjà presque plus le style de solo, donc qui est quand même très proche du style de solo, mais donc déjà il y a plein de styles différents, il y a autant de manières de pratiquer le wayang qu'il y a de la langue. Tout ça, c'est une affaire humaine en fait. Donc voilà, je dirais pour répondre à ta question, Luna, que moi ma manière d'être sûr de ne pas faire des trahisons, c'est de tout de suite annoncer au public que je ne suis pas indonésienne et je ne suis pas spécialiste. Voilà, j'ai vécu les choses et je les partage, mais je reste à cette place-là. Et moi, je vais dire la même chose absolument que Cécile. Je partage complètement son regard. Moi, j'étais un peu loin de Paris. Enfin, je suis un peu loin de Paris. Et ça m'a bien arrangé dans un premier temps parce que j'avais presque peur du regard qu'on pouvait porter sur mon approche parce que je ne me considérais pas du tout comme un spécialiste. J'ai eu la chance, et pour moi, ça a été une énorme chance, même si je l'ai créé cette chance, mais que le gamelan arrive chez moi. Je me revois encore en train de le déballer. Et de tout de suite de pouvoir expérimenter, de m'emparer de cette chose-là en cheminant sur ce que j'avais cru comprendre de ce qu'était le gamelan. Alors après, j'ai eu des petits encouragements qui m'ont été très précieux. En 2004, sur un des spectacles que j'avais créé dans la banlieue lyonnaise, du côté de Dessines, Cathy Basset est venue voir ce travail-là et m'a encouragé fortement dans ma démarche. Donc pour moi, ça a été très précieux. Je me suis dit, je ne suis peut-être pas trop complètement à côté de la plaque dans ma manière de faire. Et puis, plus récemment, j'ai rencontré Warsito, qui est venu voir aussi mon travail. Et j'ai eu la chance aussi que son Excellence l'ambassadeur vienne voir carrément un concert de la compagnie. C'était en 2019, en septembre, il n'y a pas très longtemps. Et ce qu'il a pu en dire et les encouragements qu'il a prodigués à notre travail dans la manière dont on s'inscrivait dans une certaine modernité, pour moi, ça a été précieux aussi, parce que c'était vraiment mon souci de ne pas trahir, alors qu'on ne fait que ma musique, puisque j'ai écrit 60 pièces à peu près pour le gamelan, et on ne fait pas du tout de musique traditionnelle, on joue la musique que j'écris pour le gamelan. En même temps, pour moi, j'avais l'impression d'être dans une certaine filiation, il y en a sûrement plusieurs, mais le regard que les Indonésiens peuvent porter là-dessus m'importe beaucoup, parce que je ne voudrais surtout pas trahir ce que je crois avoir compris. Encore une fois, et comme Cécile, je ne suis pas un sachant, j'ai des petites bribes de choses. Je suis très heureux d'enfin de pouvoir relier les choses éparses que j'avais autour de la langue en participant au cours que l'ambassade dispense à distance, et je vais essayer de faire le plus de progrès possible pour pouvoir échanger sur ce ressenti-là sur l'Indonésie, et ça, je suis ravi d'avancer un petit peu là-dessus. Mais encore une fois, moi non plus, je ne suis pas un sachant, je connais très très peu de choses de cet immense pays. Ça me donne qu'une envie, c'est de vivre encore un peu plus vieux pour pouvoir y retourner et rencontrer encore d'autres gens et puis approfondir petit à petit, quoi. Voilà. Est-ce que, Luna, je peux me permettre, j'ai vu dans les questions
Il y a une question quand même très très pertinente et qui me touche justement de monsieur ou madame Tulasiga Yoga, et après j'ai pas la suite du nom, mais oui, je vois sur la question de l'appropriation et peut-être même de l'expropriation culturelle que je trouve très pertinente et très forte et oui, c'est une très très bonne question. Ça rejoint à ce que tu viens de dire, Luna. Moi, pour notre part, on n'a pas eu le temps d'en parler là. Parce que ça dure très peu de temps, toutes ces discussions. Mais pour ce qui est de qu'est-ce qu'on a apporté nous en Indonésie, moi, ça a été très vite une de mes préoccupations. Je l'ai dit, il y a eu mon premier voyage où je suis allée visiter des marionnettistes, et donc là où j'ai fait la rencontre de Widodo. Et en fait, très vite, je lui ai dit déjà, moi, je te ferai venir en France. Tu m'as accueilli chez toi, j'ai vécu chez toi matin, midi et soir, tu m'as donné le repas, tu m'as accueilli déjà, ça m'importe de te rendre pareil, donc je vais te faire venir en France. Effectivement, en 2010, on a donc fait une résidence avec les 7 Indonésiens qui sont venus dans notre village en France, je les ai accueillis chez moi, voilà, donc il y avait déjà ce partage du voyage. Et puis surtout, ce qui m'a importé, et ça, c'était vraiment de notre initiative, parce que lui, finalement, il voulait qu'on travaille du wayang tout le temps. Et c'est moi qui lui ai dit, mais moi, ça m'intéresse de aussi te faire partager nos arts occidentaux. Et donc, on a travaillé, en fait, donc une partie du temps sur le Ramayana, sur le gamelan, et voilà, et on a joué plusieurs fois en France avec cette troupe franco-indonésienne qu'on avait créée juste pour ce mois-là. Et on a aussi travaillé donc la Commedia dell'arte, qui est un art italien, mais en tout cas occidental, qui a beaucoup inspiré Molière après dans ses pièces aussi. Donc c'est vraiment très très occidental et très italien, mais français aussi. Donc on a travaillé, on a joué, on a répété une pièce de Commedia dell'arte avec un canevas, donc c'est une histoire. On leur a expliqué un peu l'histoire, et puis en fait on a pratiqué vraiment les arts français aussi avec eux, en leur disant, comme ça, quand on va revenir en Indonésie, on va le jouer chez vous en Indonésie avec vous qui jouez des arts français. Et du coup, ça, c'était super intéressant, parce qu'au début, évidemment, eux se sont retrouvés dans ma position à ne rien comprendre au code, parce que c'est un théâtre masqué du 15e siècle, donc c'est quand même très, très codé aussi. Donc au début, ils ne comprenaient rien, et puis en fait, là, ça a été très intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte que finalement, les codes étaient assez universels. Les codes d'humour, parce que du coup, on a évidemment très peu parlé, c'était un spectacle très corporel, on a mis du javanais, surtout en fait. On a surtout parlé en javanais parce qu'on savait qu'on allait le jouer là-bas après. Et en fait, ils ont réussi à jouer du théâtre français de manière très, très intuitive, avec un rythme du gag et tout ça qui était très, très, très fort. Donc voilà, quand on est retourné là-bas en Indonésie, du coup, on a joué pour des écoles en Indonésie, on a joué ils avaient appelé ça Comédie Topeng Prancis. Yeah. Donc on avait vraiment joué du théâtre masqué français et indonésien ensemble. Et ça m'importait vraiment, et je leur dis souvent, moi je ne veux pas être une éponge, je viens, je prends, je pars. Non, moi je veux vous donner aussi, quoi. Et ça, c'est toujours un peu... cela dit, c'est presque une bataille avec eux, parce qu'eux ne sont pas forcément demandeurs. Et en fait, moi, j'y tenais par contre. Je disais, mais non, moi, je veux qu'on se rencontre aussi sur nos pratiques à nous, en fait. On est 50-50, on est là pour se rencontrer. On n'est pas là pour venir vous piquer des choses, en fait. C'est pas ça du tout le... Parce que voilà, sinon, très vite, on a cette espèce en plus de... Il y a l'occidental qui vient. Donc, du coup, ça légitime le wayang. Oh, une occidentale a bien voulu... s'intéresser à notre art et tout. Enfin, il y a quelque chose un peu étrange comme ça. Je disais, non, mais moi, je m'intéresse à votre art, mais je veux aussi vous donner à voir de notre art à nous. Il faut qu'on se rencontre dans les deux sens, en fait. Il faut que ça soit vraiment dans les deux partages. Bon, j'espère avoir répondu à la question très pertinente de l'appropriation culturelle, parce que c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Merci beaucoup pour ta question, Tulasiga. Il est bientôt l'heure, donc je vous remercie à tous d'avoir passé ce début de soirée avec nous. J'espère que ça vous a plu, parce qu'il y en aura encore. C'est un rendez-vous mensuel de l'ambassade. Donc le mois prochain, vous pouvez nous retrouver pour discuter d'un autre sujet qui touche à la langue et la culture indonésienne en France et les relations franco-indonésiennes.
Vous retrouverez aussi ce talk show sur YouTube, sur la chaîne YouTube @Digwood Paris, donc la chaîne de l'ambassade. Et je vais laisser maintenant Pak Warsito dire quelques mots pour la fermeture. Oui, merci Luna. En fait, j'ai vraiment apprécié la discussion entre nous pour le sujet de ce talk show. Merci Luna, merci Jean-Pierre et Cécile. Et justement, en fait, notre talk show, c'est une manière de valoriser comment vous appréciez également la culture indonésienne à travers de gamelan de Bali et puis avec wayang et de gamelan de Java, avec vous, la culture française. C'est ça, en fait, le but, c'est ça. Les liens d'entre nous, notre deux pays, c'est ça. C'est comment, en fait, valoriser la relation entre l'Indonésie et la France au sujet de la culture. Et la culture est tellement vaste. C'est pas seulement uniquement gamelan et puis wayang, non. La culture, ça évolue avec la vie quotidienne. Et c'est pourquoi, en fait, c'est ça. La culture, c'est pas le sujet, même gamelan, même wayang, ça reste pas un point, mais plutôt ça évolue avec la vie de notre vie quotidienne. C'est pourquoi, en fait, c'est vraiment notre talk show, c'est ça, pour aborder comment l'évolution, relation culture entre la France et l'Indonésie. Et d'ailleurs, je suis vraiment apprécié, même Cécile tout à l'heure m'a dit que non, mais vous avez vraiment comment regardez, je vous montre tous qu'en fait, Cécile a déjà enregistré, c'est vraiment comment le CD, le Mahabharata. Et lui, elle a la capacité d'être, comment on dit là, en Indonésie, Cécile, dalang, voilà. Même tout à l'heure, tu m'avais dit, c'est-à-dire, mais en fait, vous avez vraiment la capacité d'être voyant, ce qui est apprécié par Papa Willis, Willis Prabowo. Ça, c'est exactement ça. Mais également, avec Jean-Pierre, également, vous avez travaillé beaucoup. Je suis passé souvent chez vous pour vraiment regarder comment vous présentez la culture balinaise avec la culture ici, en France. C'est vraiment une bonne expérience également pour moi. Et c'est pour cela, en fait, c'est ça. Ce talk show, en fait, justement, comment pour montrer aux Français ou bien aux Indonésiens l'accroissement entre la culture indonésienne et la culture française. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai appris au moins 3 choses ce soir, 3 points. Le premier, c'est vraiment, je me sens comme en Indonésie. Vous voyez, Cécile tout à l'heure m'a dit que lorsqu'elle était en Indonésie pour regarder le wayang depuis le soir jusqu'à le matin, c'est vraiment moi, ce que je faisais. C'était exactement lorsque je regardais le wayang, c'est comme ça. Même on ramène parfois des nourritures pour préparer durant la nuit. Également, à Bali, moi, je vais souvent à Bali pour regarder comment le spectacle ou bien ça se vraiment rencontre entre le spirituel et puis la culture et puis la musique, c'est-à-dire gamelan de Bali. C'est ça exactement ce que je me sentais lorsque Jean-Pierre nous a présenté le gamelan de Bali. C'est ça, en fait, c'est le premier point, ce que je me tiens de ce talk show ce soir, deuxième talk show. Et puis, le deuxième, ça, c'est vraiment ce que je viens de découvrir, en fait. Le premier, Jean-Pierre tout à l'heure dit que le nom de l'association, c'est gamelan, c'est Nous Accordons. C'est quoi? Et en fait, moi, je viens de découvrir. Nous Accordons, c'est en fait le nom du Nil là-bas, à côté de où le gamelan est installé. En fait, c'est l'Indonésie, les îles. C'est le nom Nusantara. C'est ça. C'est vraiment, moi, je viens d'entendre ça. Et puis c'est légalement, en fait, tu es déjà avoir un grade de dalang, mais tu ne veux pas qu'on dit que tu es dalang. C'est ça qui est vraiment, je me sens comme je suis entré en Indonésie. Et pour cela, encore une fois, merci beaucoup Cécile, Jean-Pierre d'être notre intervenant ce soir. Et puis également, merci beaucoup Luna qui a animé de ce deuxième talk show qui est vraiment intéressant pour moi et même pour moi et j'espère que pour tous vous qui ont assisté de ce talk show également découvrir beaucoup bien de culture indonésienne, surtout au sujet de wayang et de gamelan de Java et puis de gamelan de Bali. Voilà.
Et j'espère que malgré la situation Covid comme ça nous donne une solution de rentrer en Indonésie, de savoir comment la culture indonésienne ici de la France. Voilà. Et merci beaucoup, Luna, et merci beaucoup à vous tous qui ont assisté jusqu'à la fin de ce talk show. Et je vous souhaite une bonne, excellente soirée et on revoit à la prochaine session de talk show. Merci encore Cécile et Jean-Pierre et bonne continuation. Et je vais assister à votre proposition là, Mahabharata au mois de septembre peut-être et puis avec Jean-Pierre au 24 juin. J'ai noté Jean-Pierre, j'ai déjà noté 24 juin. Tu vas faire. Tu vas recevoir l'invitation pour Dole aussi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Comme ça, nous, on va essayer de venir pour vraiment apprécier et puis regarder. Merci encore, Luna également, et puis tous pour vous. Je vous souhaite encore une bonne, excellente soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Terima kasih. Bonne soirée. Selamat malam. Bon appétit. Merci, oui. Bonne soirée. Makan.